Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau temps fort des journées digitales de l'expérience client. Et pour cette troisième conférence, nous allons évoquer la relation client de demain et surtout la capacité à innover en continu de 3 entreprises. Et on va se pencher sur différents enjeux, comment combiner de manière efficace les canaux traditionnels et les canaux digitaux, comment fluidifier la relation entre le physique et le digital, comment assurer aussi un suivi de bout en bout de la demande client. Autant de questions qui démontrent combien l'expérience client aujourd'hui transforme les entreprises. Et pour en discuter, nous accueillons tout d'abord Anna Ataïd, IMEA General Manager chez INSO. Bonjour Anna. Bonjour. À vos côtés, nous accueillons également Michel Lopez, qui est directeur innovation chez Direct Assurance. Bonjour. Bonjour Michel. Et enfin, à ma gauche, Mohamed Ismaili, Customer Transformation Program Manager chez Orange. Grand public, c'est Grand ça public, exactement. Bonjour Mohamed. Alors ma première question justement, elle va vers vous Mohamed. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ça veut dire quoi la relation client chez Orange ? Je pense qu'avant de répondre directement à cette question-là, je dois dire que je suis très ravi de participer à cette table ronde. Je pense que le sujet, le terrain de jeu est très passionnant, celui de la relation client. Et pour poser un peu le cadre, c'est important de donner quelques chiffres sur le service client grand public d'Orange pour pouvoir ensuite avoir tous les éléments pour expliquer derrière. Donc, on a la chance, je pense qu'on fait partie des rares acteurs en France avec peut-être l'énergie qui ont énormément de clients. On a une base de clients de 26 millions de clients. Ces clients-là, ils nous ont contactés l'année dernière 30 millions de fois et ils ont généré plus de 5 millions de contacts écrits. Donc, c'est une activité très importante. Donc, écrit, c'est SMS, c'est messaging, chat, SMS, mail. forums sociaux, réseaux sociaux, tout ça. Forum, okay. Voilà. Et donc, du coup, cette chance-là, elle porte pas mal d'enjeux pour pouvoir satisfaire tous ces clients-là. Et la relation de client demain, je pense, passe par craquer quelques sujets très importants. Si je dois en parler de quelques-uns, je pense que il y a un sujet qui revient tout le temps dans les baromètres et les questions qu'on pose à nos clients, c'est l'accès au service client. C'est juste un besoin très important. Ils souhaitent, dès qu'ils ont besoin de parler avec quelqu'un, que ce soit immédiat, qu'ils aient l'impression de ne pas parler avec une marque amnésique. Ça veut dire qu'on ait une idée sur le contexte, qu'on ait une idée sur ce qu'ils ont dit par ailleurs sur d'autres canaux. Un peu personnaliser la relation, quoi. Exactement. Donc, du coup, qu'on ait un peu de contexte aussi. Ouais. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'autonomie client, du self-service. Beaucoup de nos clients souhaitent aussi avoir la possibilité de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Enfin, clairement, le premier besoin, c'est de ne pas avoir des problèmes, mais quand ils ont des problèmes, ils souhaiteraient pouvoir s'en sortir tout seuls. Et en dernier recours, le conseiller. Exactement. Et après, il y a le conseiller, le sujet de la compétence et le sujet de la technologie qui permettra de faire pas mal de choses aussi. Ok, merci Mohamed. Michel, chez Direct Assurance, un petit mot pour positionner votre service client ? Ouais, mais juste avant de le positionner, c'est juste donner quelques ordres de grandeur. Donc, c'est Direct Assurance, c'est 1 million de clients, automobiles et habitations. C'est plus de 1000 collaborateurs au service des clients. C'est aujourd'hui Direct Assurance, la société digitale qui a commencé un peu à chahuter l'assureur traditionnel avec le téléphone. Après, le mail. Maintenant, plus de 400 000 mails traités. On a maintenant les canaux digitaux avec plus de 100 000 clients qui passent par nos canaux digitaux. Donc, plus de 2 millions d'appels. Donc, voilà, une belle masse de clients qui nous contactent tous les jours pour qu'on puisse répondre à leurs besoins au plus vite. Et notre objectif, évidemment, c'est d'essayer de décliner notre qualité de service téléphonique, mail, aussi à travers les réseaux sociaux. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard. D'ailleurs, une petite question comme ça, les premiers sujets chez vos clients, c'est quoi un peu, Michel, Ismaël Mohamed, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Tu y vas, j'y vais ? Vas-y. Allez. Nous, la première demande des clients, c'est déjà d'avoir un accès rapidement à leur contrat dans leur vie de tous les jours. Des choses, des changements, des déménagements, des changements de voiture, des choses du quotidien qui touchent forcément les demandes des assureurs. La première chose à qui on pense, ce n'est pas forcément à notre assureur. Donc, quand on l'appelle, c'est qu'on a un besoin. Donc, du coup, voilà, c'est surtout des actes de gestion sur lesquels ils nous sollicitent le plus. Et chez vous, Mohamed ? Un des enjeux aussi, c'est qu'on arrive à accompagner très bien nos clients sur des moments de vie importants pour eux. Je pense à l'installation de la fibre, à de l'achat d'un équipement, la panne par exemple quand ils n'ont plus d'Internet, et puis aussi quand ils ont une mauvaise surprise, quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. Donc ils attendent vraiment une prise en charge pendant ces moments de vie. D'accord, très bien. La question que je me pose finalement, c'est que là, avec le contexte, le digital est une évidence. Là, il n'y a pas de sujet.
Mais là, je vais plutôt me tourner vers Anna. Comment ne pas faire justement du digital une usine à gaz? Comment les outils digitaux deviennent finalement une réponse pour fluidifier les parcours, pour simplifier? Comment ça se passe concrètement? Alors, pour pouvoir le faire, il faut vraiment se dire qu'au-delà d'améliorer l'expérience client, en fait, il faut qu'on puisse se concentrer sur l'expérience du conseiller. Pour pouvoir avoir un impact vraiment sur côté client, il faut se pencher sur ce que les conseillers font, ce qu'ils doivent traiter et comment on peut en fait leur simplifier le travail. La technologie peut l'aider, mais il faut qu'elle vienne simplifier le complexe quelque part. Rendre leur vie facile, leur donner accès aux bonnes informations au bon moment, leur permettre de contacter les clients quand il faut, avec les données qu'il faut, de pouvoir basculer précisément facilement d'un canal à l'autre quand c'est pertinent. Et puis aussi, et peut-être encore plus, en fait, faire en sorte que les outils soient ajustés aux contraintes en fait, de l'entreprise et pas l'inverse. C'est quelque chose qui n'est pas simple dans les technologies aujourd'hui, mais c'est juste fondamental. Bon, on l'a vu là dans le contexte où tout le monde a dû se mettre à des solutions de visioconférence, etc. Il y avait des petits pare-feux d'entreprise qui étaient un peu gênants parfois. Donc voilà, oui, il faut que la solution s'adapte à l'entreprise et pas l'inverse, ouais, effectivement. Pour rappel, INSO, donc vous êtes une plateforme unifiée de gestion omnicanal. Ça veut dire quoi, réduire pour vous l'effort du conseiller? Ça signifie quoi? Ça signifie pouvoir donner les moyens au conseiller vraiment de disposer de l'intégralité des informations qu'il lui faut, que ce soit les informations clients, les informations de contrat, enfin des réponses, des aides à réponse type de la base de connaissances, qui lui permet en fait de vraiment être dans la capacité d'être focalisé sur la conversation et de faire abstraction des outils. Donc dans la plateforme Omnicanal, l'effort que nous on fait, plus que de dire qu'on est et on doit être l'outil central, c'est de pouvoir unifier en fait, les différents outils que l'entreprise a pour précisément mettre le conseiller dans une position de se focaliser sur le traitement et sur la relation avec les clients. Jusqu'où maintenant on pousse l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Alors on peut aller très loin, mais précisément de façon ciblée dans les parcours. Ce qu'on a essayé ces dernières années, au départ, c'était en fait d'automatiser à outrance, et en fait de A à Z, de mettre du full automatique. Et là, on se retrouve en fait avec des taux d'échec assez importants, une frustration de la part des clients et une insatisfaction. À partir du moment où on le pense un peu différemment et en fait on réfléchit le parcours et on se dit voilà, de A à B, on peut automatiser, ensuite D, E, il faut pouvoir avoir de l'humain et ensuite on peut revenir sur de l'automatique. Et quand on va combiner à la fois l'automatique d'action, les clients te répondent une chose et tu peux déclencher, faire avancer son dossier pour l'étape suivante sans une action de conseiller, mais aussi l'automatisation dans la conversation. Et quand on est capable de combiner les deux, là on rentre vraiment dans ce que j'appelle la simplification du complexe et de rendre vraiment service à la fois aux clients et aux conseillers. Donc votre activité est vraiment tournée vers l'optimisation du poste de conseiller. Si on reste concentré sur ce métier, mais que je me tourne vers Michel et Mohamed. Michel, vous, est-ce que le conseiller universel, multi-compétences, multicanal, multi-activité, multilingue, pour vous, est-ce que finalement c'est un fantasme, une utopie ou c'est une réalité? Alors, c'est pas un fantasme, ça commence à devenir une réalité, en tout cas chez nous. On a commencé à avoir le conseiller dédié par canal. Celui qui traitait Facebook, celui qui traitait WhatsApp, celui qui traitait le chat et voire même le SMS. Aujourd'hui, là, on commence grâce à des outils, en l'occurrence INSO, on commence à avoir des collaborateurs aujourd'hui qui ne se préoccupent que de leurs compétences et qui peuvent traiter n'importe quelle demande client, quel que soit le canal. Et du coup, c'est vrai que l'outil permet de faciliter et la tranquillité d'esprit du collaborateur. Lui, il se préoccupe qu'à une chose, répondre au client. Et donc, vous êtes en train de me dire que la question du canal, maintenant, n'est plus une question. En tout cas, nous, on fait en sorte, en stratégie et avec des outils, de faire en sorte que ça ne devienne plus un sujet. Le collaborateur ne doit plus réfléchir sur quel canal il doit travailler, il doit surtout réfléchir à qu'est-ce qu'il doit répondre et comment il doit le faire au mieux par rapport à une demande client. Ça, c'est la priorité. Et aujourd'hui, nous, voilà, un collaborateur chez Direct Assurance, voilà, vous arrivez sur les réseaux, ils vont être capables de vous répondre à votre demande. À l'époque, on se contentait de répondre à la souscription. Aujourd'hui, on fait de la souscription, de la gestion, même jusqu'à la gestion de sinistres. Vous pouvez tout faire aujourd'hui via les réseaux sociaux. Et quand vous tombez sur une personne chez Direct Assurance, vous avez une personne qui vous dit bonjour et au revoir, et c'est 90% la même personne. Donc peut-être pas encore un conseiller universel, mais un conseiller
agile, couteau suisse presque. Disons qu'il est polyvalent sur les outils et les canaux digitaux et il est polyvalent en fonction de la stratégie de l'entreprise sur les métiers qu'on lui demande d'exercer pour pouvoir répondre aux clients. Mohamed, vous partagez la même vision ou c'est un peu différent chez vous? C'est un peu différent chez nous. En tout cas, je pense que nous avons des équipes formidables et nous avons cette forte conviction que la satisfaction client passe par la satisfaction des salariés. Donc c'est un critère très important pour nous, l'expérience salariée. Et donc peut-être l'unification des outils, c'est un paramètre important là-dedans. Ceci dit, avoir un conseiller qui soit universel, qui soit capable de faire tout, je ne sais pas si c'est une réponse possible pour tous les moments de vie de nos clients et si c'est une réponse possible aussi sur tous les canaux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que sur l'écrit, par exemple, il y a plusieurs médias. J'ai parlé des réseaux sociaux, Twitter, messaging, SMS et tout ça. Il y a une forte synergie. Donc, se retrouver avec des outils différents d'un canal à un autre qui rend la relation compliquée et finalement la polyvalence du conseiller, elle est très complexe du fait qu'il y a plusieurs outils. Ça, c'est clairement, il y a un choix à faire pour dire j'unifie ça. Un conseiller qui serait capable de faire du vocal et de l'écrit, c'est-à-dire répondre à des appels et de l'écrit, on se rend compte que l'écrit, c'est quand même particulier en termes de compétences. Savoir rédiger, c'est pas forcément la même chose que parler. Et donc, il y a des contraintes comme ça. Je ne sais pas si la technologie saura assister ces conseillers-là sur ces sujets-là, mais nous, on fait des choix de telle manière à faire quand même des différences. Après, il y a aussi des besoins d'expertise qui, du coup, sur des solutions, sur des offres en particulier. Et là, je ne vois pas le conseiller généraliste forcément développer une compétence très profonde, mais du coup, plutôt avoir un expert. Donc, on a des choix qu'on fait et en fonction des moments de vie pour les clients et puis les synergies qu'on peut avoir et l'expérience salariée, on fait en sorte de faire ces choix-là. Et vous, finalement, Anna, votre point de vue entre l'utilisation des nouvelles technologies, un conseiller qui va vers plus de polyvalence, quelles conditions doivent être réunies finalement pour délivrer le meilleur service possible? Mais encore une fois, là, je pense que le point fondamental, c'est d'une part, de pouvoir très bien mapper ces conseillers-là et plus que leurs compétences, en fait, leurs connaissances. Donc, de bien connaître son plateau, d'avoir la capacité, en fait, de presque ce que moi j'appelle embrayer, débrayer, en fait, les conseillers en fonction de ce qui est l'actualité, voilà, l'actualité du jour, et puis d'ajuster, donc comme à la fois donc sur les situations de Direct Assurance, mais en situation d'Orange, en fait, d'ajuster la configuration des outils précisément à cette réalité opérationnelle. Donc aujourd'hui, on voit chez Direct Assurance vraiment des conseillers, tu vois, très très déjà universels sur l'ensemble des canaux, avec un vrai objectif en fait de pouvoir faire du bout en bout. Donc sur le traitement de la demande. Chez Orange, on est sur des métiers un peu différents et une organisation différente. Par contre, il a clairement la volonté en fait d'apporter un support en fait continu au client et une continuité. Et donc pouvoir le faire et donc par exemple basculer, tu vois, de la voix vers les SMS pour pouvoir apporter ce support en continu, avoir des conseillers éventuellement qui initialisent cette conversation et d'autres qui viennent ensuite avec des compétences écrites pour pouvoir faire la suite de la conversation, mais avec l'historique qui est disponible, tout ça va permettre de tendre vers cette simplification et vers cette efficience en fait du service client. En tout cas, il ne faut pas que les outils soient un frein pour la multicompétence des conseils ou de la polyvalence ou d'une organisation. Malheureusement, aujourd'hui, sur les activités en particulier, c'est l'organisation qui s'adapte à l'outil et pas l'inverse. Et je pense qu'avec les nouvelles plateformes, et notamment celle d'Inso, la donne est en train d'être changée. C'est un gros challenge, mais je pense que la technologie est en train de casser pas mal de silos et je pense que c'est la voie qu'il faudra prendre. Alors l'innovation, de fait, elle nécessite des arbitrages. On a la chance aujourd'hui d'avoir 2 directeurs d'innovation, des spécialistes de la conduite du changement. On va d'abord s'intéresser à vous, Mohamed. Comment le programme d'innovation fonctionne chez vous? Déjà, chez Orange, je pensais notamment à Orange France, il y a plusieurs directions et donc on peut avoir plusieurs démarches d'innovation. Nous, le choix qu'on a fait pour atteindre les objectifs du service client grand public, c'était d'avoir une démarche très pragmatique et finalement d'occuper des territoires qui n'étaient pas forcément occupés par des gros programmes et des grandes roadmaps au sein de l'entreprise. Et donc, à partir de ce moment-là, on a regardé des sujets en particulier sur lesquels il y avait une faible intégration avec le SI, sur lesquels on pouvait les mettre très rapidement en place avec des pilotes très courts.
et aussi avoir des retours sur investissement qui sont facilement mesurables. Et donc, c'est parti aussi du fait qu'on voulait craquer des sujets en particulier. On ne voulait pas intégrer des tendances parce qu'elles émergeaient, mais on voulait que ça réponde à des enjeux. Donc, sur l'année 2019, on a choisi un sujet très précis qui est celui de la joignabilité. Et donc, du coup, on voulait améliorer cette expérience-là. Et en regardant les chiffres et aussi par rapport à l'expertise des différents collaborateurs, on s'est rendu compte que finalement, on a beaucoup de... Un client sur 4 réitère ses appels. Ça veut dire qu'on a des clients qui nous appellent plusieurs fois sur un mois pour un motif en particulier. Parce qu'ils vous aiment. Ils nous aiment ou parce que voilà, ils s'attendent à avoir des informations en continu, à avoir des feedbacks en continu. Clairement, on a pris ce sujet-là. On a regardé que, par exemple, on avait 85% des clients qui nous appelaient une fois. Donc, on avait un one sum done qui était très bon. Et après, on avait 15% des clients qui rappelaient plusieurs fois et ça correspondait à 50% de l'activité. Et donc, on a essayé de craquer ce sujet-là et on a pensé à allier le téléphone, qui est le service client téléphonique, parce que beaucoup de nos clients choisissent ce canal-là, et de faire en sorte de garder un lien dans le temps pour répondre à ces questions complémentaires et des choses comme ça. D'où l'idée d'un partenariat avec Inso pour intégrer un canal comme le SMS conversationnel qui vient toujours suite à une prise en charge par un conseiller d'une demande de client et qui ouvre ce canal-là avec un SMS récap pour dire voilà ce qu'on a fait pour vous et puis aussi pouvoir le garder un mois et demi en fonction du use case pour répondre à des questions complémentaires. Ça évite de rappeler le conseiller, lui faciliter un peu la tâche, quoi. On boucle la boucle. Ouais. Chez vous, Michel, justement, comment ça se passe au niveau du programme d'innovation Alors, nous, contrairement, j'en avais fait un peu l'inverse. Nous, c'est les clients qui nous ont appris à développer le service client digital. Parce que Direct Assurance, on a commencé un peu comme beaucoup de sociétés, avoir la page Facebook et au début, les canaux digitaux, pour la plupart, on lançait une bouteille à la mer et on se plaignait. Aujourd'hui, je pense que la consommation se fait autrement. Aujourd'hui, maintenant, les clients utilisent les canaux digitaux pour avoir une réponse à leurs demandes et pas forcément pour se plaindre. Et je pense que ce phénomène, nous, on l'a appris de 2015 à maintenant. On voit qu'on a une évolution très forte et ce sont des demandes qui sont complètement similaires à celles du téléphone ou du mail. Et du coup, maintenant, notre vrai challenge, c'était est-ce qu'on est capable de répondre aux demandes des clients de la même façon qu'on peut le faire au téléphone et par mail. Et du coup, voilà, on a relevé ce challenge. Donc, l'innovation, elle est passée par ces demandes clients. On a appris. Et maintenant, en apprenant, on anticipe un peu mieux, on forme mieux. Et du coup, on est capable aujourd'hui de répondre et d'avoir des standards de KPI, de suivi, évidemment, parce que faire du digital, c'est bien, mais le mesurer, c'est mieux. Et de savoir si est-ce que notre client a un effort supplémentaire ou pas à faire, parce que rajouter des canaux, ça peut aussi avoir ce doute. Est-ce que je rajoute différents canaux et donc plus d'efforts pour le client ? Donc tout ça, il a fallu canaliser, le mesurer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une plateforme et des canaux digitaux sur lesquels on est capable de répondre aux demandes des clients, le sujet, c'est que plus on avance là maintenant et plus on teste avec leurs demandes. Et aujourd'hui, voilà, l'innovation, elle se fait par la mesure. On est bon, on n'est pas bon, le client fait moins d'efforts, donc on continue. Dès que le client fait plus d'efforts, on s'arrête. Et donc, c'est eux qui nous donnent un peu le ton sur comment on doit avancer. Et la gestion des KPI par rapport au contexte, ça a été plus compliqué? Vous sentiez que c'était un peu biaisé? C'est passé comment ce pilotage? Alors l'avantage, c'est que vu l'actualité, c'est qu'on a un historique. Comme je vous l'ai dit, on a commencé depuis un certain temps, donc on a pu mesurer avant, pendant, et là maintenant on voit que les choses sont en train de se remettre un peu en route. Donc les KPI, à partir du moment où nous on a une complexité, c'est que, comme l'a dit Mohamed, c'est que quand on a plusieurs outils, ça complexifie quand même pas mal le suivi et les mesures. Il faut qu'on se mette tous d'accord, donc ça devient compliqué. Alors que quand on a tout au même endroit, et pour le confort du collaborateur, et forcément pour le management et le pilotage, et derrière forcément les KPI de mesure. Donc là où il faut être très vigilant, c'est quand on lance du digital, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer. Et la plupart du temps, on lance le digital et on réfléchit après à ce qu'on veut mesurer. Donc dans la stratégie, il faut vraiment être sûr de quoi on a besoin, ce sur quoi on veut aller, avant de commencer à lancer des tests ou de mettre le digital. Donc voilà, c'est une approche un peu différente. Donc grâce à ça, maintenant, les KPI, pour répondre à votre question plus clairement, c'est aujourd'hui, les KPI, on les a définis avant de commencer et aujourd'hui, maintenant, on les suit et on ne change pas de cap. Parce que si on change de cap, il n'y a rien de pire pour polluer et du coup de foutre un bazar sans nom dans les comités de pilotage. Donc du coup, on regarde forcément les SLA, on regarde le temps moyen de traitement, on regarde surtout est-ce que mon client est satisfait, est-ce qu'il a moins d'efforts à faire pour avoir sa réponse. 3 KPI simples qui nous permettent d'avancer. Oui.
Ouais, finalement, on est toujours sur la simplification. Deux approches différentes, complémentaires. Anna, vous, comment vous accompagnez? Je crois savoir que vous êtes dans la co-création avec... Ouais. Et c'est pour ça que c'est super d'avoir Mohamed et Michel aujourd'hui, parce que c'est vraiment avec eux qu'on a beaucoup travaillé l'année dernière et cette année sur des programmes en fait de co-création dans le cadre du InsoLab. En fait, En deux mots, l'InsoLab? Donc InsoLab, en fait, c'est un espace dans lequel on va construire des projets en test and learn, tu vois, de pilotes, dans lesquels on met en face un challenge, tu vois, un objectif, et on va essayer de voir comment on peut y répondre, soit sur de la méthodologie, tout simplement, tu vois, parfois c'est que ça, et parfois, en fait, sur l'outil avec des évolutions. Donc, Inso est une plateforme, tu vois, très agile, en fait, et vraiment pensée par les opérations, pour les opérations. En fait, c'est très facile de la moduler et de la faire évoluer. Faire du POC, en fait, c'est Faire du POC, mais faire vraiment de l'évolution produit, tu vois, avec le POC. D'accord, ok. Donc, tu vois, c'est pas utiliser ce que j'ai là, tu vois, pour essayer de l'exploiter. C'est vraiment de designer. Voilà, moi, je veux aller vers ça. Comment est-ce que je peux designer? Donc, le challenge, par exemple, de Michel était de ramener quelque part toute la capacité, en fait, gestion des canaux traditionnels, tu vois, de la distribution automatique, le contrôle, tu vois, de la DMT, le suivi du SLA, et ça, selon les canaux, les sujets de contact, etc. D'amener tout ce contrôle-là, en fait, dans l'univers vraiment du digital et du réseau social, et de voir comment ça pouvait en fait améliorer, tu vois, globalement l'activité. Donc ça, c'était le challenge. Et par exemple, avec Direct Assurance, en fait, on a créé notamment des SLA dynamiques. En fait, ils se recalculent lorsque le client répond. Tu vois, oui. Donc, tu vois, ça change tout. En fait, ton SLA dans les réseaux sociaux, il doit bouger, puisqu'en fait, tu ne peux pas le compter. Enfin, après, il faut que les clients te répondent. Et donc, ça se recalcule de façon dynamique. Donc, avec Orange, on a beaucoup travaillé sur précisément comment combiner en fait les SMS avec le téléphone. Ça, au départ, tu vois, on ne pense pas. On a des conseillers sur le téléphone. Comment est-ce qu'on peut venir mettre du SMS au milieu et tu vois, y faire en sorte de faire un suivi de bout en bout, en sachant qu'on n'a pas forcément toujours le même conseiller qui va le faire. Tu vois, donc c'est un bout en bout multi-équipe. Donc là aussi, Orange nous a posé, tu vois, des objectifs, toujours très axés sur comment est-ce que je peux mesurer si ça va m'apporter, tu as véritablement quelque chose. Et donc, effectivement, les discussions commencent par les KPIs. Et de là, on essaye de designer, tu vois, le programme et de tester. Et après, ce qui marche se généralise. Ce qui ne marche pas, on a appris. On continue sur une autre voie. Vous anticipez ma future question, justement au niveau de la méthodologie, donc c'est du test and learn, en fait vous êtes en mode start-up. C'est du test and learn en mode start-up sur l'opérationnel. En fait, c'est le terrain. Le terrain est hyper important. C'est le conseiller, c'est le superviseur, c'est le manager qui est notre jauge. Voilà, c'est pas les techos, c'est pas les ingénieurs, c'est pas les directeurs, c'est le conseiller. Alors, j'ai posé la question qui fâche. Et si mettons, Mohamed ou Michel ne sont pas très contents de ce qui ne marche pas et qu'il y a plus de choses qui ne marchent pas que qui marchent, on rectifie le tir? On doit se poser la question, est-ce que c'est des sujets en fait de gestion de projet? Parfois, ça arrive. Donc, méthodologique, de méthodologie. Est-ce que c'est des sujets en fait d'outils qu'on peut adresser et qu'on peut adresser, tu vois, rapidement, ou qui existe, tu as vraiment un retour, tu vois, en roadmap de plus de longue durée. Le but est là-dessus dans la méthode. En fait, on est sur un suivi, je ne vais pas dire quotidien, tu vois, mais hebdomadaire, vraiment avec les équipes, avec des remontées à la fois du terrain, du management, parce que parfois, on n'a pas la même vision non plus et on ne cherche pas complètement la même chose. On se fâche. Voilà. Il arrive parfois qu'on se fâche régulièrement. Les sourires, c'est face caméra. Mais il faut des équipes, et moi j'ai la chance vraiment chez Inso d'avoir des équipes en fait qui connaissent extrêmement bien le terrain. Donc nous on est en fait une filiale de Sitel Group, donc on a accès quand même à un lab extraordinaire, c'est les 80 000 conseillers de Sitel partout dans le monde, et ça nous donne un avantage de compréhension du terrain, et ça nous est plus facile peut-être. Mes équipes ont une facilité un peu plus grande peut-être de comprendre le volet métier, le pourquoi. Pourquoi on n'est pas content? On n'est pas content parce qu'il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Donc il faut le régler. Juste pour avoir un ordre de grandeur, par exemple, le projet, on va dire unifier le SMS conversationnel et le téléphone avec la problématique du multi-équipe, ça a pris combien de temps entre le début du projet, les itérations et puis
on va dire un résultat satisfaisant. Ça a pris combien de temps? Moi, je trouvais que c'était très rapide. Je pense qu'un des avantages du premier pilote qu'on avait lancé, c'est que ça a pris, je pense, 1 mois et demi pour poser le cadre, définir les KPI, identifier les équipes et pouvoir le lancer. Et le pilote, il a duré 3 mois, sachant qu'on a dû aussi élargir sur d'autres use cases qu'on n'avait pas forcément identifiés en amont. Et donc, il y avait bien cette logique d'itération et d'agilité, à la fois au niveau de la plateforme qu'on utilisait, mais aussi avec les équipes qu'on associait à ce projet-là. Et clairement, c'est ce qui nous a permis de donner des preuves très très vite. Et là, on a designé d'autres pilotes avec d'autres hypothèses avant de décider de la généralisation. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille avec Anna et son équipe. Et donc, du coup, voilà, c'est itération, itération, itération et mesure, bien entendu. Michel, des projets communs justement dans cette partie lab avec Anna? Ouais, nous, on a fonctionné plutôt par étapes. Et je vous avoue que le démarrage a été une belle anecdote, puisque au départ, Inso voulait nous proposer une solution qui répondait à mes besoins, mais qui était jolie, toute bien designée. Sauf qu'au départ, au niveau du timing, je préférais qu'on parte sur une solution un peu moins designée, mais par contre efficace et opérationnelle. Et du coup, il y a parfois, ce que j'aime bien avec Inso, c'est qu'ils sont parfois plus ambitieux que nous et des fois vice-versa. Et du coup, ça remet tout le monde un peu à l'échelle. Mais c'est drôle parce que de temps en temps, voilà, des partenaires peuvent aussi vouloir bien faire. Et au final, nous, quand on a bien un KPI de départ, je pense surtout à Messenger au démarrage, voilà, on est parti sur une console qui n'était pas la vision cible, qui arrivait très rapidement après. Mais voilà, on a démarré avec quelque chose qui faisait déjà mieux que ce qu'on avait. Et voilà, et je pense qu'on a commencé vraiment à y aller par étapes et ça a été hyper vite parce qu'on a commencé en avril, en septembre, octobre, on était déjà sur tous les canaux digitaux sur la console, en crescendo. Donc après, on a priorisé en fonction du moment et de nos objectifs. Mais ouais, ça s'est fait vraiment voilà, par à coup, avec forcément une roadmap qu'on bouge ou pas en fonction des petits soucis qu'on peut rencontrer sur la console. Mais ça s'est plutôt hyper bien passé, ouais. Et ça continue, hein, parce que l'histoire n'est pas finie, évidemment. Justement, Anna, quand on parle d'exigence et d'innovation, moi, ça me fait penser juste à une question en tant que prestataire, vous devez être prescripteur d'innovation. Entre guillemets, c'est vous qui devez avoir le temps d'avance. Comment vous faites justement pour avoir ce temps d'avance? C'est quoi votre démarche sur le sujet? J'essaye de ne pas me leurrer et de ne pas leurrer mes clients. Donc, à la fois, il faut suivre vraiment les tendances, être au courant, tu vois, de toutes les dernières technologies, etc. Et après, il faut se dire toujours, en fait, que le service client, c'est vraiment pas... Enfin, c'est un métier, en fait, très pragmatique et très ancré sur le terrain. Il a des gens, en fait, qui travaillent tous les jours. Il a des conseillers. C'est eux qui doivent livrer cette expérience client. Et on se doit, en fait, de leur amener des choses qui vont pouvoir fonctionner. Donc, nous, on va toujours combiner, en fait, le potentiel, en fait, la technologie avec sa capacité à changer. Voilà, quelque chose. Et ce qui peut être super, en fait, en techno, mais en fait, va avoir un faible impact pour l'instant, on le gardera, tu vois, en R&D, mais on ne viendra pas tu vois, l'amener en généralisation. Ça va dans un coin de la tête, en fait. Voilà. Et ça, c'est la règle de jeu d'Inso. Très bien. Et à l'inverse, oui. Ils sont aussi très à l'écoute de ce que nous, on a. Ce n'est pas forcément dans la roadmap initiale, mais on peut aussi venir leur pousser, nous, des intentions qui peuvent aussi changer leur timing, quoi. C'est pour ça qu'on les embête un peu, mais dans le bon sens, quoi. Alors, Michel, je crois savoir qu'il y a aussi d'autres facteurs qui vous ont fait choisir davantage les équipes d'Anna plutôt que... Je pense à une petite élection qui a lieu tous les ans. Ouais. Je vois pas bien de quoi vous parlez, mais je... Oui. Alors, oui, c'est un des enjeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut donner le meilleur à nos clients. Donc, c'est sûr que quand on participe à Élu Service Client de l'année, on veut mettre nos collaborateurs dans les meilleures dispositions. Maintenant, c'est vrai que je pense que ça a été un des moteurs pour nous faire changer, mais c'est surtout pour l'usage du futur, de mettre des outils à disposition, d'évoluer. Ce n'est pas que pour Élu Service Client de l'année, c'est surtout pour nos clients au sens large. Il fallait absolument qu'on améliore, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, nos collaborateurs, les mettre dans les meilleures dispositions. Et une fois qu'ils sont dans les meilleures dispositions en termes d'outils et qu'ils ne pensent qu'à une chose, à répondre aux clients, c'est quand même beaucoup plus facile dans le quotidien. Donc ça a été vraiment notre priorité. Après, pourquoi Anna? Alors, j'ai rien contre Anna, mais c'est vrai qu'elle est quand même très très bien entourée. Elle a une équipe, comme elle l'a dit, très axée opérationnelle, donc très terrain. Donc du coup, ça facilite vraiment les échanges. Et c'est vrai que nous, finalement, on s'efface assez facilement. C'est plutôt après le terrain, via des groupes WhatsApp, etc., sur lesquels on travaille en interaction. Et du coup, ça devient hyper agile.
Et j'avoue que c'est quand même un confort. Nous, on n'a vraiment pas besoin d'interagir plus que ça. Juste donner le ton sur ce qu'on veut, ce qu'on cherche, et après on laisse faire. Et j'avoue que c'est quand même un beau confort. Oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal pour avoir vécu d'autres situations plus compliquées. Bretelles et ceintures, comme on dit. Ouais, on peut le dire comme ça. Avant de passer au moment de questions-réponses, on va peut-être prendre 1 minute ou 2 pour parler de votre conviction pour le futur, en un mot, parce qu'on parle d'innovation continue aujourd'hui. C'est quoi votre conviction à chacun sur ce sujet? Je pense que c'est une question assez très intéressante. On peut d'abord commencer par Anna, elle est plus... Non, Elle est plus fan que moi. Non, mais je pense qu'il faut passer d'une relation client qui est multiple. Aujourd'hui, quand on parle de canaux, quand on parle de différents conseillers, quand on parle de différents parcours, peut-être que le client il a l'impression d'avoir plusieurs relations avec une marque. Et je pense que l'ambition, c'est de faire en sorte que cette relation soit unique et qu'elle intègre plus d'émotions, qu'elle soit plus proactive, qu'il y ait plus d'attention. Et je pense que ma conviction, c'est que la technologie est un facteur très important pour atteindre cet objectif-là. Et puis aussi, le bien-être des salariés, le développement de leurs compétences, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc la symétrie des intentions, c'est quelque chose que nous, on a intégré dans notre ADN côté service client. Et donc, investir sur la techno, oui, c'est très important, mais il faut surtout investir sur l'humain. Et nos clients nous le disent. C'est-à-dire que même pendant la période du Covid, on a reçu énormément d'appels. Donc, ils voulaient parler avec quelqu'un. Et donc, c'est important d'intégrer cette dimension dès le départ et que la relation client, elle passera toujours par un humain, peut-être augmentée avec la technologie. Et que le lien, en final, n'est pas que marketing avec une marque, finalement. Exactement. Michel, votre conviction pour le futur? Moi, ma conviction, c'est que, en tout cas, pour la partie directe, c'est qu'il faut que le client ait le choix du canal qu'il préfère, qu'il utilise dans sa journée. On voit bien que, moi je prends mon exemple, le canal du téléphone, je l'ai un peu oublié, je passe par d'autres canaux. Je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai besoin d'une information, il faut que je sache comment je peux communiquer ma marque, comment je peux communiquer avec ma marque, et est-ce que je peux avoir le même rendu que lorsque j'appelais avant. Et je pense que voilà, la stratégie, c'est de pouvoir répondre à ça. Il y a plus de demandes, il faut qu'on soit capable de faire face à cette demande. Et que dans un deuxième temps, on y fasse face, qu'on arrive bien à le mesurer et à s'assurer que ça leur donne moins d'efforts à nos clients pour avoir une réponse. C'est quand même ça la priorité. Ouais. Ça aille plus vite, plus court et que ça les empêche de réitérer. Parce que réitérer, ça nous embête tous. On n'a pas envie de passer 3-4 appels pour rien info. Si on est capable de pouvoir optimiser ça, je pense qu'on a tout gagné. Aussi bien nous, entreprise, que le client. Et du coup, donc ça, c'est la priorité numéro 1. Et ensuite, deuxièmement, je pense qu'il faut le faire savoir, il faut le faire connaître. Et ça va être la deuxième étape. Voilà. Avant de passer à la conviction du futur d'Anna, juste vraiment en une phrase, est-ce que votre promesse client va un peu changer avec le contexte? Est-ce qu'au final, ça redessine un peu les contours de votre promesse client? Parce qu'au final, on n'a pas pu lui répondre de la même manière, ni avec le même message. Est-ce que pour vous, il y a une réflexion sur un peu le changement de notre promesse? Ou au final, vous êtes dit, on s'est juste conforté dans notre promesse client et on est resté sur notre conducteur depuis des années, quoi. Je pense qu'il y a des invariables qui restent vraies tout le temps en temps de crise ou en temps hors crise. Donc du coup, la joignabilité, la bonne prise en charge, la contextualisation, le suivi de la demande, c'est des choses le sens du client. Voilà. Donc ça. Et donc par contre, si le client il a d'autres attentes par rapport à un canal en particulier ou qu'il a de nouvelles préférences en termes de contact parce qu'il préfère, par exemple, parler à distance ou avoir de la visio, des choses comme ça. Clairement, vu qu'on est orienté client, on va prendre en considération ces nouvelles attentes. Donc, mais au fond, la promesse, elle est la même. Ouais. On va juste s'adapter peut-être à de nouvelles préférences côté client. Michel, avis partagé? Oui, je partage. Et puis surtout, encore une fois, réduire l'effort. Réduire l'effort. C'est une belle transition vers Anna, ça? Mais je rejoins, puisque c'est clairement là-dessus on travaille. Nous, on est convaincus vraiment qu'il faut pouvoir en fait assurer cette conversation continue et unifiée et faire en sorte que ni les clients ni le conseiller soient préoccupés avec le canal. Le canal devrait être un non-sujet, en fait. Ouais. Un non-sujet, parce qu'on a plein de profils différents des clients, plein de situations différentes qui vont exiger, en fait, de réponses et d'actions différentes. Et donc, il faut pouvoir être dans cette posture de faire abstraction de ce canal-là. Et ensuite, pour moi, le deuxième volet, c'est vraiment l'humain et le digital ou le technique ou l'automatisation. Je pense que les dernières années ont bien montré que l'automatisation à outrance, en fait, n'était pas la réponse.
D'une part, on n'était pas capable de la faire de façon suffisamment performante, et en face, on n'avait pas le résultat en fait qu'on attendait. Oui, et par contre, voilà, combiner les deux intelligemment, encore une fois, en ayant toujours en ligne de fond que c'est les clients qui comptent, la réduction de son effort, l'augmentation de satisfaction et de celle de conseiller. Voilà, ça c'est la ligne de conduite. Une innovation qui vous a marqué pendant le confinement? On parlait de veille tout à l'heure, technologique, tout ça. Sur la relation client, il y a un truc qui vous a marqué pendant cette période un peu extraordinaire? Une innovation, non, mais je pense voilà, beaucoup de marques qui ont cherché à ajuster leurs opérations en fait, pour répondre autrement. Donc après, dans les grands opérateurs en fait, de centres de contact comme Sitel, donc un énorme effort sur le work at home pour pouvoir en fait s'organiser autrement. Et puis précisément une démarche, une relation avec le client, en accélération peut-être un peu du digital. Donc moi je trouve surtout que cette période a amené de l'accélération et la démonstration qu'on pouvait le faire en fait, et que les équipes étaient prêtes. Et que les clients étaient prêts. C'est sur ce mot qu'on va passer au moment de questions-réponses, mais avant de passer aux questions animées par Laurent en voix off, un petit jingle. Au revoir. Nous voilà de retour sur le plateau d'Agora News Expérience Client. Salut Laurent. Alors merci Geoffroy. Nous avons de nombreuses questions. Alors je vais commencer par Anna. Tout à l'heure avec Michel et Anna, vous avez évoqué le design thinking qu'on opère effectivement dans différents secteurs d'activité. Et la question est la suivante, est-ce que vos clients directs et indirects vous ont justement insufflé de nouvelles idées en termes de relations clients pendant ce contexte? Parce qu'on sait qu'effectivement, ça, comme l'a dit Mohamed, ça a généré des nouveaux comportements, des nouveaux usages. Donc est-ce que justement vos clients vous ont insufflé des idées Ah ben ça, sans doute. Mais c'est ça qui est extraordinaire quand on rentre dans cette démarche-là, c'est qu'on apprend. On apprend avec tout le monde et on identifie là par exemple sur toute la problématique en fait de ce que je veux mesurer, ce que me préoccupe vraiment. Et en fait, l'abstraction que moi, Marc, je fais en fait de ta réponse là, software technique et comment tu y réponds techniquement, mais pour que tu te concentres sur ce qui est vraiment les aspects qui vont faire la différence pour moi. Là, on en apprend énormément tous les jours dans l'échange avec les clients. D'accord, très bien, merci Anna. J'ai une autre question qui est intéressante d'ailleurs parce qu'elle est plutôt tournée RH. C'est en complément des programmes top-down et des remontées des clients. Est-ce que l'expérience justement de vos collaborateurs, vos conseillers, est intéressante justement à aborder, à traiter? Parce qu'aujourd'hui, on sait que ses premiers clients sont aussi ses salariés. Est-ce que vous tenez compte justement, alors, dans les 3 entreprises, justement, de ce qui se passe dans vos sociétés pour l'appliquer également à vos clients finaux? Nous, clairement, pour tous les projets, on a un quadriptyque qu'on regarde tout le temps. Donc, il y a bien entendu la partie optimisation des coûts, il y a bien la création de valeur qui se traduit avec la fidélisation des clients qu'on a déjà ou de la création de chiffre d'affaires. Il y a bien entendu aussi la partie satisfaction client, mais on a aussi la satisfaction salariale. Donc, clairement, on le met au même niveau que les autres critères. Et si je prends l'exemple du pilote, par exemple, qu'on avait fait avec Inso et l'équipe d'Anna, c'était très important pour nous d'avoir le feedback des conseillers qui étaient dans le pilote. Et on a fait d'ailleurs un film où chacun des conseillers donnait leur avis sur la solution, que ce soit en termes d'avis sur l'ergonomie de l'outil ou sur le levier en soi. Est-ce que ça permet à ces conseillers-là de mieux exercer leur métier ou d'avoir plus de facilité vis-à-vis des clients? Donc clairement, le feedback salarié, d'ailleurs dans le design thinking, vous l'avez cité dans la question d'avant, il peut y avoir des insights clients, mais souvent dans l'atelier, il y a beaucoup de collaborateurs qui ramènent un peu leurs inputs. Donc c'est très très important pour nous d'intégrer cette voie dès le départ. Alors nous, c'est un peu différent. Nous, c'est carrément les collaborateurs qui ont validé ou non la solution. C'est-à-dire que nous, c'est même pas nous. C'est-à-dire que nous, on est parti d'un postulat. On a dit voilà, c'est ça. Mais ce sont eux qui ont donné le go pour l'élu service client de l'année. Ce qu'on partait sur l'ancienne solution ou la nouvelle, ce sont les collaborateurs qui ont choisi. Les évolutions sont les collaborateurs qui choisissent. Là, actuellement, on est en train de faire des tests aussi. Ce seront les collaborateurs qui vont choisir. C'est eux qui vont aussi nous piloter. Nous, on gère la partie stratégie, mais eux vont nous dire ça nous va ou ça nous va pas.
Et c'est eux le thermomètre, pas nous. Et justement, j'ai une petite question, Michel, sur ce sujet. Sur la conduite du changement, quel est le taux de résistants qui est acceptable justement sur ce genre de projet? Alors, le fait de le faire en A/B test, je pense que ce qui était intéressant chez nous, c'est qu'on l'a fait en A/B test. Et donc, du coup, les équipes de Dinso sont venues présenter ce qu'on voulait. Donc, ça fait rêver en général, etc. Tout le monde est content, on voit des beaux choses, des beaux slides. Et après, je pense que c'est la mise en prod. Et quand on commence à toucher l'outil et qu'on A/B test avec... on est toujours en A/B testing, il y a toujours cette petite zone blanche pour se comparer. C'est important. Et on avance toujours comme ça. Et les utilisateurs, souvent, quand on impose des choses, ils y goûtent avant. Et c'est en fonction de comment ils y goûtent et ils voient si ça marche ou pas. Par exemple, le push automatique. Avant, ce sont les collaborateurs qui allaient choisir les activités. Nous, on a pris une décision où c'est pas leur travail de faire ça. Eux, leur travail, c'est de se concentrer sur le client. Donc, on a mis des push automatiques avec des CLA dynamiques. Et au départ, je vous ai vu que la résistance, elle était à 100%. Et au fur et à mesure de l'utiliser, de l'usage, on a vu que finalement, c'était un non-sujet au bout de 2 jours. Parce que c'est un confort pour eux, ils n'ont pas besoin d'aller chercher à la corbeille, etc. Ça arrive tout seul, ils traitent. Et du coup voilà, on a amené du confort. Des fois, il y a de la résistance, mais il n'y a rien de mieux que de le tester et de l'essayer. Et puis après, c'est eux qui nous donnent un go ou no go. Et nous, là-dessus, on accompagne beaucoup nos clients, notamment pas uniquement dans le programme de co-création, mais aussi tout simplement dans les programmes de déploiement d'INSO. Parce qu'on sait notamment quand on vient amener INSO quelque part dans un objectif de transformation, en fait, il a de très grandes expectatives du management. Okay, et presque une attente en fait que les conseillers s'adaptent très vite, que ça change très vite, etc. Et en fait, on va jouer un peu, les équipes opérationnelles d'INSO vont jouer un peu un rôle de tampon au moment du lancement pour calmer un peu les ardeurs du management qui veut de suite voir des changements dans les KPIs et de donner le temps aux conseillers de faire cette prise en main de l'outil parce qu'il te faut la prise en main de l'outil, ensuite il faut que tu changes tes comportements, éventuellement tu dois revoir un petit peu tes process et tes workflows. Et c'est qu'à l'issue de ça que tu auras vraiment les vrais impacts et les vrais bénéfices. Et donc nous, on sait bien accompagner nos clients dans ce processus. Et clairement, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a rarement une divergence entre ce que disent les clients et ce que disent nos salariés. Ça veut dire que nous, on fait un baromètre client chaque année, on fait une vision miroir, on pose à peu près les mêmes questions, mais formulées différemment pour nos salariés. C'est les mêmes points de douleur qui sont identifiés, c'est les mêmes leviers qui sont identifiés et c'est la même priorisation. Donc, si on écoute nos salariés, quelque part, on écoute nos clients. Et donc, finalement, on fait toujours les bons choix. Et même la stratégie, elle est pensée avec le collaborateur. On ne croit pas forcément à... ils interagissent, j'ai parlé des chiffres tout à l'heure, 30 millions d'appels, on a 11 000 conseillers. Donc, ils interagissent tout le temps avec nos clients. Donc, ce serait quand même pas lucide de dire de passer outre cette mine d'or, cette intelligence collective. Et ils connaissent mieux que nous, les clients, pour concevoir des programmes. Je présume que chez vous, Mohamed, ou chez vous, Michel, vos collaborateurs sont vos premiers clients aussi. Donc, c'est pas les plus faciles, hein. Mais oui, évidemment. Ouais. C'est pour ça que vous excellez dans la relation client, finalement. C'est un signe. Une dernière question, Laurent? Oui, c'est une question pour Anna également. Alors, Mohamed l'a évoqué tout à l'heure. Quels sont les délais de mise en place de vos différents outils? Voilà, j'imagine que vous avez différentes solutions, et comme l'a évoqué également Michel, suivant vos clients. Donc, quel est le scope et un peu le... Donc en fait, avec la plateforme INSO, on peut être à la fois sur le déploiement d'un projet lourd, omnicanal, avec l'intégration avec les SI. Et donc ces projets-là, normalement, on va être de 2 à 3 mois pour avoir une phase 1. Nous, on aime beaucoup aller très vite en prod parce que c'est la prod et c'est précisément les conseillers qui vont ensuite permettre d'ajuster en fait les dispositifs. Et après, sur des projets plus légers, par exemple, si on déploie que l'email ou si on déploie que les réseaux sociaux, que le chat, on va être sur des temps beaucoup plus courts. En fait, en un mois, on a tout fait, quoi. Enfin, on a designé la solution, on l'a configurée, on l'a mise en place, on a formé, on est en prod. Ça peut aller très, très, très vite. Et parfois, on fait plus court, quand il faut. Encore vraiment. On sait faire plus court et c'est peut-être une de nos forces. Et aussi, quelque part, un impératif parfois, précisément, notamment pour les clients de Sitel, il a des urgences qu'il faut pouvoir y répondre et nous, on sait le faire. Ouais, qui dit agilité dit sprint, généralement. Et par contre, quand on le fait comme ça, il faut savoir revenir après. Voilà, parce que quand on fait vite, forcément, tu fais quelques raccourcis. Donc, il faut pouvoir ensuite, dans la phase suivante, après déploiement, de revenir et se reposer pour voir s'il y a des ajustements à faire. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin par Anna Ataïd. Merci à tous. Merci Mohamed, merci Michel. Merci Anna pour
ce débat, ce sujet vaste et passionnant qu'est l'innovation et comment on la met en place au service de l'expérience client. Merci encore aux partenaires officiels et médias qui nous permettent de réaliser cet événement dans d'excellentes conditions. Je pense à l'INRC, l'Institut national de la relation client, à Stratégie client, à Sens du client et à élu service client de l'année. Mais également aussi à Agora, j'allais nous oublier, hein, Agora Média, Agora News Expérience Client et Supply Chain Village. Je vous donne rendez-vous à 14h pour parler de voix du client en tant que levier de croissance et puis surtout comme levier incontournable dans le contexte actuel. Nous aurons le plaisir d'accueillir Eloquent et Orange Bank. Je vous souhaite un bon appétit. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, merci. Simple shit. Gotta mix it up with the feeling, 'cause I'm about to fucking beat just sounds so familiar. Damn, gotta mix it up with the feeling, 'cause I'm about to fuck.